Allez, je déclare ouvert cette Allez, c'est parti. première table ronde. Donc- Anne et Adri, allez-y. Donc là, aujourd'hui, nous avons donc 5 jeunes ici parmi nous de la maison familiale et rurale de Richeroche. Donc ici, Richeroche, pardon. Du coup, j'ai du mal. Hein. Alors, il y a Nicolas Raoult. Donc s'il peut se lever peut-être pour voir un peu. Voilà, merci. Il y a Milessi Autry. Vous pouvez les applaudir, je pense, oui. Il y a Guillaume Créter. Aurélien Jussiane. Et Guillaume Cailly. Donc, est-ce que vous pouvez, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole justement pour nous présenter justement la mission, qu'est-ce que vous faites dans la maison familiale et rurale? Oui, sur les formations que vous faites, l'alternance. Nous sommes les jeunes de la maison familiale et rurale, comme on vous l'a indiqué. Et nous allons vous présenter les soucis qu'on se pose sur l'emploi et la formation. Donc, moi, je ne suis pas comme les journalistes, comme Pernod et tout ça. Je ne vais pas faire que de la lecture. Je vais dire ce qu'on a au fond du cœur. Donc, déjà, merci de nous avoir invités à votre conférence. Donc, nous sommes les jeunes plutôt d'un milieu rural, dans les filières de l'agriculture et de nature, espace et milieu vert. Ensuite, nous nous inquiétons car avant, il y avait 40% de la population qui était agricole et maintenant, malheureusement, il n'y en a plus que 5%. Donc si dans quelques années ça continue, il n'y aura plus personne. Donc il y a 50% des jeunes Français qui sont sans emploi. Hein. Donc que ce soit filière nature, agricole, n'importe quel métier. Donc c'est quand même un malheur. Donc l'accès aussi, ah oui, l'accès sur les formations est très dur pour les alternances. On trouve, on trouve rarement des stages qui veulent nous prendre et on a beaucoup de soucis pour trouver des apprentissages. Car devant les adultes, devant les maîtres de stage, on pense qu'on est un peu mal vu. Hein, donc voilà. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des personnes pour des chefs d'entreprise ou des acteurs économiques pour répondre à ça? Parce que c'est un fait, les jeunes ont des difficultés à trouver des stages, ont des difficultés à trouver des alternances et peut-être qu'on peut avoir la réponse à ça, savoir pourquoi cette difficulté, pourquoi ces problèmes. Pourquoi les patrons les patrons d'entreprise ne veulent pas prendre ces jeunes qui, à partir du moment où ils veulent faire une alternance, c'est quand même pour s'introduire dans le milieu professionnel. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un éventuellement dans la salle? Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? Peut-être quelqu'un de Pôle emploi ou de la mission locale? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Alors, Béatrice? Oui, c'est malheureusement une réalité hein, que nous constatons nous aussi dans l'accompagnement des jeunes en mission locale. Je pense que Pôle emploi se trouve également dans cette difficulté-là. Nous ne savons pas vraiment quels sont les arguments que pourraient avoir les employeurs. Nous aimerions bien qu'il y en ait là et qu'ils puissent aussi nous répondre. Parce que si nous ne faisons pas avancer tous ensemble l'accès à l'emploi pour les jeunes, quel que soit le type d'emploi, en tout cas des emplois qui sont pour vous importants puisqu'ils vont vous permettre de vous former au métier que vous voulez, auquel vous voulez accéder. Voilà, moi j'aimerais bien qu'il y ait des employeurs ici pour nous dire les raisons. Est-ce qu'il y a des employeurs dans la salle qui pourraient répondre à cette question? Pas d'employeur? Je voudrais juste un peu rebondir effectivement au nom de Pôle emploi sur cette thématique qui est une vraie problématique. On le sent effectivement d'essayer de trouver des employeurs qui seraient susceptibles de pouvoir prendre des jeunes en alternance et que ce soit de l'apprentissage ou effectivement aussi des contrats de professionnalisation. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand même bien que effectivement on a des difficultés, il existe des aides
Ce qu'il faut bien, ce sur quoi il faut qu'on communique absolument, c'est de dire aux employeurs, même si parfois effectivement ça demande une implication, hein, notamment en termes de tutorat, en termes de transmission des savoirs, ça paraît déjà en termes de mission citoyenne, c'est quand même une chose à mon sens qui est fondamentale de transmettre son savoir-faire, notamment sur des métiers qui doivent rester à la limite, notamment sur le problème de l'agriculture sur lequel je reviendrai. Et donc là, à la fois, je regarde la mission locale, mais aussi nous pour l'emploi, on est là pour promouvoir dans le cadre de notre recueil d'offres, dans le cadre de promotion de cette alternance-là, nous, des dispositifs à la fois d'accompagnement, mais aussi d'aide, je dirais, pécuniaire. Hein. On a aujourd'hui des dispositifs que je ne vais pas forcément mentionner là, et j'invite les employeurs qui sont dans la salle, le cas échéant, de se rapprocher de la mission locale et de nous-mêmes, pour justement leur démontrer qu'à aujourd'hui, outre la vraie valeur ajoutée qu'il y a à prendre un jeune dans ce type de dispositif, il y a aussi certains avantages en termes pécuniaires. Donc il y a de vraies aides, et je crois qu'aujourd'hui le service public pour l'emploi a mis en œuvre toute une palette d'outils qui peuvent vraiment nous permettre à ces jeunes de trouver un job et en tout cas se former à un vrai métier. Bon, et deuxième problématique qui est, à mon sens, qui est soulignée et qui n'est pas négligeable, c'est particulièrement par rapport à l'agriculture. Je crois qu'on a un vrai souci. Alors c'est pas que le Vaucluse, hein. Moi je représente le Vaucluse au niveau de Pôle emploi ici, mais j'étais récemment à une réunion en préfecture où effectivement le directeur à la fois de la Chambre des métiers, le directeur de l'agriculture nous disait qu'aujourd'hui on a de vraies difficultés. Pourquoi ? À la fois conjoncturelles, les employeurs ont des difficultés aujourd'hui par rapport, j'allais dire, à la conjoncture actuelle, de la conjoncture de crise que vous connaissez tous, et c'est vrai que ça pose de vraies difficultés. Par ailleurs aussi, il y a, je crois, vraiment un secteur qui est en pleine mutation. En tout cas, nous, on le voit au niveau du recueil de l'offre. Hein, c'est Pôle emploi qui recueille les offres des employeurs. Et on sent qu'il y a une baisse depuis 2-3 ans qui est plus structurelle, sur une mutation en tout cas. On sent des mutations. Et là, ça pose effectivement aussi un problème. C'est-à-dire qu'est-ce que va devenir l'agriculture dans ce département, dans notre région. Et c'est aussi, ça passe par les jeunes. Et ça passe par la mutation aussi des métiers. Voilà. On fait signe, on va faire un petit reportage dans à peu près 2 minutes. Il y a peut-être une intervention derrière par rapport à la problématique de stage. Donc je vais laisser passer le micro à Daniel Gendre qui m'avait demandé d'intervenir. Vous voulez peut-être intervenir par rapport à ce Une qui a été petite dit ? minute. Oui, Daniel Gendre, CGT de Carpentras, et je suis par ailleurs administrateur au comité de bassin d'emploi. Dans ce cadre-là, on a tous les ans des études avec les employeurs justement sur le ressenti et notamment des recrutements. Et lors de la dernière présentation à Sarrian qu'on avait fait, on a eu des réflexions d'employeurs qui se plaignent entre autres que les difficultés de recrutement, c'est par rapport aussi pas des incivilités, mais du manque de civilité, que des gens sont en retard, qu'ils n'arrivent pas à s'impliquer, etc. Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent des Ferrari avec des budgets de 4L quand même, parce que quand on est là pour apprendre, on peut pas avoir 5 ans d'expérience le premier jour, quoi. Donc il y a une espèce de contradiction qui voudrait aujourd'hui que l'employabilité de quelqu'un soit rentable tout de suite. Mais il y a cette période d'apprentissage, de formation qui doit être prise en compte dans la construction de l'apprentissage du métier, quoi. Donc il y a cette différence entre la volonté d'être tout de suite rentable alors qu'il y a nécessairement une période d'acquisition des savoirs. Bien, merci. Est-ce que vous avez peut-être une réponse à ça, du fait qu'il y a des patrons d'entreprise qui disent qu'en stage, les jeunes ne sont pas appliqués, ne sont pas ponctuels, et est-ce que vous avez une réponse Ouais, on a une réponse là-dessus, c'est que bon, en premier, nous, pour moi-même, on a une exploitation. Les jeunes qui arrivent en retard, tout ça, il faut pas généraliser les cas. C'est pas tout le monde. Il y en a certains qui arrivent en retard, mais c'est pas tout le monde. Donc, nous, on en prend un stage qui arrive à l'heure, voilà. Mais le problème, c'est que les patrons ne prennent pas assez peut-être de temps pour expliquer aux jeunes comment faire. Moi, je le vois, c'est très dur pour tailler les vignes, pour tout ça. Les patrons ne prennent pas assez de temps pour expliquer. Ils disent, ça nous fait perdre trop de temps. Moi, mes parents, heureusement qu'ils prennent du temps pour les jeunes, parce que c'est très important. Donc là, on va regarder un reportage justement sur la formation et l'emploi. Aujourd'hui, qui
s'occupe d'aider les jeunes à trouver un travail? Il y a beaucoup d'acteurs, mais est-ce que les jeunes les connaissent? Allons voir. Les jeunes sont particulièrement touchés par le manque d'emploi car les entreprises ne font pas assez confiance aux jeunes car ils estiment qu'ils ont très peu d'expérience comparé à des adultes de plus de 30 ans et 35 ans. Je ressens par rapport aux jeunes que je suis, ils sont déçus du marché de l'emploi. Ils estiment qu'ils ne trouveront jamais un emploi à la suite de leur formation ou de leur cursus universitaire. J'ai fait l'université et c'est vrai que pendant 6 ans on est à la fac, c'est très bien, on apprend des choses, mais quand on arrive sur le marché d'emploi, on a très peu d'expérience professionnelle, donc c'est très difficile, à part par relationnel, de trouver quelqu'un qui veut bien nous faire confiance dès le départ. Donc voilà, moi je pousse les gens à faire des formations où il y a des stages régulièrement. Donc c'est vrai que les études c'est assez important. Après il y a une formule d'études qui je pense est la meilleure, c'est l'alternance. Parce qu'on continue à faire des études, mais on a aussi un petit peu plus d'expérience au niveau professionnel. On acquiert un petit peu d'expérience. Au niveau des CV, ça fait souvent la différence. Avec quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Donc je pense que c'est la meilleure formule aujourd'hui, l'alternance. Trouver un emploi aujourd'hui, ça requiert déjà savoir ce qu'on veut faire. Ce qui n'est pas évident, je pense, pour la plupart des jeunes aujourd'hui. Moi, je suis dans cette situation, je suis demandeur d'emploi depuis 3 mois. Jusque-là, j'ai fait pas mal de petits boulots et ça a été surtout de l'aide relationnelle, on va dire. Des gens que je connais et puis un petit coup de chance. J'ai été aidé par le Pôle emploi un petit peu pour trouver une orientation, chose que j'ai pas réussi à faire toujours. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et trouver un emploi, quelque chose qui correspond, je pense que c'est pas évident pour tout le monde, quoi. Voilà. La mission locale. Mais c'est plus dur parce qu'il y a pas mal de demandes. Et voilà, c'est dur quoi. Et maintenant, tu en as déjà cherché? Non, maintenant je suis au lycée. Je fais un CAP agent de sécurité. Donc c'est sur 2 ans. Mais j'ai été 1 an dans la galère. Donc après je verrai ce que je fais. Je pense qu'il faudrait mettre en place une passerelle entre l'université et le monde du travail, c'est-à-dire que les entreprises devraient être plus impliquées au sein des universités pour que les jeunes puissent savoir les métiers en rapport avec leur formation. On a entendu les jeunes, leurs expériences, leurs questions, leurs conseils. Maintenant, à vous de réagir. Voilà, merci pour toutes les personnes qui ont réalisé ce reportage. Donc, est-ce que vous avez encore d'autres choses à dire? Moi j'ai quelque chose à dire. Les gens qui sont ici devant, si vous pouvez nous donner des solutions pour qu'il y ait un meilleur rapport entre nous et les entreprises ou les maîtres de stage. On a entendu par exemple Monsieur du Pôle emploi qui disait que les entreprises ne prenaient pas forcément les stagiaires. Est-ce que vous ne pourrez pas faire le relais entre les... Parce que c'est pas... Vous êtes le relais déjà entre les rechercheurs d'emploi et les entreprises. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ce relais aussi entre les stagiaires ou ceux qui sont à la recherche d'une alternance et ces entreprises qui, comme vous l'avez bien dit, n'ont pas de frais, ont beaucoup d'avantages à faire ce genre de démarche. Et est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, est-ce qu'il serait possible de monter une structure ou de détacher un bureau qui pourrait s'occuper du relais donc entre les jeunes à la recherche d'un stage et des stages, même des petits stages de 1 mois ou 2 mois? Parce que c'est combien de temps vos stages? Ça dépend, ça dure 1 semaine à 3 semaines. Parce qu'on n'est pas encore en apprentissage. On est en bac pro. Oui. Alors là, on touche vraiment à la formation professionnelle. Peut-être que je vais laisser parler Cécile, elle, qui, justement, la région a la compétence de la formation. Une petite réaction, Cécile? Oui, peut-être, je pense qu'il faut distinguer plusieurs situations de jeunes, parce que c'est ce que montrait aussi le reportage. Il y a les jeunes qui sortent de l'université, où visiblement, là, le constat qui a été fait, c'est franchement, les études universitaires, elles permettent pas forcément de pouvoir s'insérer facilement sur le marché de l'emploi.
Donc ça, je crois que c'est en train de changer, parce que pour avoir aussi un pied à l'université, mais avec une casquette professionnelle, là, je crois que justement, il y a aussi un effort aujourd'hui qui est fait au niveau de l'université pour permettre aux jeunes étudiants, quand ils vont sortir diplômés, de mieux s'insérer dans le monde professionnel, même si... Et donc là, il y a de plus en plus de formations où il y a une obligation de stage au niveau de l'université. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un tissu qui se crée de reconnaissance et de connaissance entre les formateurs de l'université et puis un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont soit dans le bassin d'emploi d'Avignon, soit d'ailleurs au-delà quand c'est des formations qui sont plus pointues. Après, il y a l'apprentissage. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est l'une des toutes premières régions en matière de nombre d'apprentis quand même. Donc ça veut dire qu'il y a un effort qui est fait par les partenaires pour essayer effectivement de développer cette formation par l'apprentissage, parce que comme vous l'avez dit, ça permet aux jeunes d'avoir une première expérience professionnelle tout en continuant à se former. Mais la difficulté, c'est qu'il faut évidemment qu'on arrive à trouver des artisans, des chefs d'entreprise qui jouent le jeu. Et jouer le jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter qu'un jeune, effectivement, puisse être en apprentissage chez eux. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi lui consacrer du temps. Parce que c'est pas simplement dire, ah ben ouais, ok, tu viens bosser avec moi et puis je te demande la même rentabilité, entre guillemets, qu'un salarié qui est là depuis 20 ans. Ben non. La base de l'apprentissage, c'est aussi, je transmets les savoir-faire que moi, j'ai pu acquérir sur 20 ou 30 ans, quoi. Mais il y a des expériences qui marchent, quoi. Pour le coup, moi, je participe souvent à des remises, par exemple, de diplômes dans les centres de formation par l'apprentissage. Et c'est vrai que, pour le coup, quand l'artisan ou quand le chef d'entreprise il s'implique, on voit qu'il y a une vraie complicité ensuite qui s'instaure entre le jeune et puis le maître d'apprentissage. Et du coup, le jeune, il y a un apprentissage aussi d'un métier, une découverte d'un métier, il y a une passion qui se crée. Et donc, on se dit, là, tiens, on a réussi, pour le coup, pour ce jeune-là, on a réussi le pari de son insertion et de l'emploi. Et après, quand même, il y a une troisième aussi catégorie de jeunes dont moi j'aimerais parler, c'est ceux qui sortent du système scolaire très précocement, en fait, et sans formation du tout. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, et notamment sur un bassin comme Avignon. On estime que c'est l'un des territoires où il y a le plus de jeunes qui sont dans cette situation, c'est-à-dire à 16 ans, après 16 ans, quand la scolarité n'est plus obligatoire, ces jeunes-là, on sait plus où, pendant un temps, on ne sait pas où ils sont, quoi. C'est-à-dire, en principe, ils devraient aller à la mission locale, et en fait, ils disparaissent. Et ils viennent pas non plus forcément dans les organismes de formation professionnelle, là aussi, qui sont aidés par la région. Et des fois, on les perd pendant 2 ou 3 ans. Mais ça veut dire que si on les perd, ces jeunes-là, en même temps, ils disparaissent pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils galèrent, quoi, pour essayer, justement. Et voilà comment ils découvrent la vie, c'est par ces 2-3 ans de galère. Et donc, je crois qu'il y a une vraie attention aussi à avoir pour ces jeunes qui sortent précocement du système scolaire sans formation, et pour qu'on les ramène vers une logique de oui, vous avez votre place, oui, vous avez des qualités, et oui, avec vous, on va essayer de vous aider pour que vous puissiez trouver un emploi. Au niveau de ce sujet-là, c'est peut-être un problème d'information, parce qu'il y a quand même des CAE, les contrats d'aide à l'embauche, qui sont mis en place pour ces jeunes-là, justement, pour les faire entrer dans le milieu professionnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Et c'est peut-être un problème de communication. Ces jeunes ne savent pas qu'ils ont cette possibilité d'avoir ce genre d'aide auprès de la mission locale. Donc c'est peut-être que la mission locale devrait peut-être plus travailler au niveau de la communication pour vous faire comprendre aux jeunes qu'il y a quand même des solutions à la mission locale et qu'ils ne vont pas juste là-bas pour faire joli. Oui. Alors je vais repasser la parole donc à la mission locale par rapport à la question que Adri, tu viens de poser. Ce qui sera peut-être aussi pertinent de voir, c'est la problématique de l'insertion dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a différentes possibilités aussi de passerelles ou différentes possibilités d'accéder à l'emploi, parce qu'à un moment donné, il y a aussi une distance entre la demande de l'emploi, l'offre, et la capacité à pouvoir s'exprimer dans l'emploi et la compétence qu'on peut avoir. Béatrice, je te redonne la parole, et ensuite je passe la parole à André Castilli pour le Conseil général. Oui, donc pour répondre à, justement, pour aller sur ce que disait Cécile L. Effectivement, il y a tous les jeunes qui sortent de l'éducation nationale sans aucune formation. Alors là, effectivement, il y a une déperdition dès la sortie de l'éducation nationale, parce que dès le départ, donc ces jeunes souvent sortent au mois de juin en se disant « Est-ce que je vais aller vers l'apprentissage ?» Donc si je trouve un apprentissage, j'irai.
Sinon, ben, je garde quand même toujours cette idée de rester quand même scolarisé. Pendant cette période, la mission locale, nous avons pris la décision de les recevoir, mais par contre, nous ne pouvons pas entamer d'accompagnement puisqu'ils sont toujours éducation nationale. Or, ces 3 mois sont extrêmement importants parce que c'est 3 mois où le jeune se démène souvent tout seul pour trouver donc un employeur. Il n'a pas les codes, il n'a pas les codes de l'entreprise puisqu'il sort de l'éducation nationale. Et il n'est pas accompagné dans sa recherche. Donc, au bout de 3 mois, 4 ou 5 mois, enfin, on arrive souvent presque au mois de novembre où c'est fini les signatures de contrat d'apprentissage. Et ce jeune, pendant ce temps-là, il s'est démobilisé, il a perdu confiance en lui. Donc, je crois que ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment avoir un travail extrêmement important entre la mission locale et l'éducation nationale dans la dernière année, là où on va choisir. Parce que ça permettrait peut-être de vous permettre d'accéder à des informations que vous n'avez pas, puisque le milieu scolaire est quand même un milieu qui reste protégé, un peu fermé sur l'entreprise, il faut reconnaître. Bon, surtout d'un niveau de 3e, voilà. Mais peut-être ouvrir un petit peu, qu'on ait peut-être des informations plus importantes dans les collèges dans les collèges, pour vous apporter des informations. Qu'en fait, ce choix d'aller vers l'apprentissage, ce soit pas un choix qui soit pas vraiment votre choix à vous. C'est-à-dire que vous puissiez choisir en ayant tous les éléments pour vous permettre d'avancer. Plutôt que de tâtonner comme la plupart le font. Et souvent, donc, quand on a perdu donc, le contact avec vous quand vous sortez de l'éducation nationale, le temps que vous reveniez à la mission locale, vous avez beaucoup perdu en énergie et en confiance en vous. Donc c'est peut-être là, dans cette jonction, qu'il faut peut-être travailler. Donc faire un lien peut-être entre l'éducation nationale et la mission locale, vraiment direct, avoir une communication entre les deux structures pour faciliter le passage d'un cycle à l'autre. Alors, moi, avant de passer la parole peut-être à André Castelli, je me réadresse aux 5 jeunes qui sont là. Donc vous avez entendu déjà un certain nombre de réactions. Est-ce que, par rapport à ce que vous interpellez, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez encore des questions ? C'est-à-dire, évidemment, toutes les réponses ne vont pas être données aujourd'hui, mais j'ai envie de dire, et alors, par rapport à ce qui est dit, ça vous interpelle, etc. Est-ce qu'il y a l'un de vous qui veut répondre ? Pour ce que vous dites, nous, les jeunes de la MFR, on a la chance d'avoir un très bon cadre, très bonnes personnes qui nous encadrent, donc on a des stages très bien formés, mais dans les écoles du milieu l'éducation nationale, il faudrait mettre en place plus de TP pour apprendre aux jeunes déjà à avoir une petite formation avant de sortir de l'école. Ça peut déjà leur faire voir une branche peut-être qui leur plaira. Alors là, il y a eu aussi une question sur Internet par rapport à ce que vous disiez. Ne faut-il pas commencer dès le début de la 3e pour leur donner des infos ? Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça et aussi par rapport à ce qui a été dit sur le plateau ? Je pense que des informations sur le monde de l'entreprise et sur l'emploi, c'est pas en 3e qu'il faut commencer. Il faut commencer très tôt. Avant, je ne veux pas dire que le monde était meilleur avant, mais avant les jeunes voyaient des artisans travailler, donc ils avaient des contacts avec les entreprises, ou tout au moins les personnes qui travaillaient dans les entreprises. Combien de jeunes viennent à la mission locale et ne savent pas ce qu'en font leurs parents ? Donc ça veut dire qu'au niveau des parents, de l'entourage de l'enfant, il faut peut-être aussi qu'on parle de son métier, qu'on explique ce qu'on fait, à quoi ça sert. Est-ce que ça sert aussi à gagner de l'argent ? Mais ça sert, même l'échange au niveau de l'argent, c'est la carte bancaire. Donc comment on fait la relation entre le travail, le salaire qu'on a,
l'épanouissement, qu'on en a ou qu'on n'en a pas, comment on a choisi ce métier, comment on est arrivé, quelles sont les circonstances qui ont fait qu'on est arrivé à faire cette profession plutôt qu'une autre. Combien de jeunes ne savent pas que les adultes, ils ont fait des petits métiers aussi avant d'accéder aux métiers qu'ils avaient envie de faire. Voilà, on nous propose un monde où on choisirait dans un catalogue la formation et le métier qu'on voudrait. Or, c'est pas ça. On fait des expériences. On fait des expériences. Au début, ça nous apprend simplement à nous confronter au monde du travail. Ça nous permet d'avoir un petit peu d'argent pour faire certaines choses qu'on a envie de faire, pour être un petit peu autonome. Et puis petit à petit, on monte en compétences et on finit par trouver aussi la formation ou l'emploi et l'emploi, on espère à la suite, qui nous convient. Mais on monte en compétences. Donc c'est pas que la troisième, on n'est pas que sur de l'information, on est sur de l'éducation aussi au monde du travail, à l'extérieur de tout ce qui se passe à l'extérieur de l'école, quoi. Merci. Une petite question internet pour messieurs. Quel est le coût de la scolarité à la MFR? C'est-à-dire les coûts financiers, ouais. Moi personnellement c'est plus ma mère qui s'en occupe, c'est vrai. On va parler d'autonomie tout à l'heure. On se centre plus sur la formation, enfin on essaye. Les coûts, personnellement j'en ai aucune idée moi. Donc je crois que les coûts c'est 1 200 € dans l'année, donc 400 € par trimestre je crois. Voilà. Donc la première réponse rejoint ce que vous disiez, c'est que les jeunes ne sont pas vraiment en fait de savoir, donc ne sont pas éduqués, de savoir qu'est-ce que coûte la scolarité, qu'est-ce que coûte, être éduqué, c'est ça, à l'école et aussi au domicile, être éduqué au milieu du travail et pas uniquement penser qu'au collège et vraiment les éduquer depuis tout petit, depuis le début du collège même, dès la 6e. Bien. Par rapport à toute la problématique, comme on a vu, de l'emploi, de la formation, de l'accès à la formation, de l'accès à l'emploi, de l'information, je parlais tout à l'heure de la problématique de l'insertion sur ces jeunes aussi qui ont des fois la possibilité de pouvoir choisir justement un métier qu'ils connaissent mal et de pouvoir peut-être arriver à découvrir de nouvelles choses. Et c'est vrai que la problématique aussi insertion peut être une problématique intéressante comme parcours. André Castelli, pour le Conseil général, parce que c'est aussi une des compétences du département. Oui, bien sûr. Une des compétences fortes du Conseil général, c'est celle de l'insertion. Mais avant de venir dans le détail de tous ces dispositifs, moi, ce que j'ai quand même envie de dire, c'est que il existe certes beaucoup ce qu'on appelle des dispositifs, des dispositions, mais il faut qu'on se dise entre nous que les solutions seront compliquées tant qu'on restera dans un pays qui est géré par un système qui ne croit pas à la place de l'emploi et du travail comme un véritable élément de l'émancipation de tous. Voilà. Nous sommes donc je pense qu'y compris les jeunes doivent comprendre qu'on est au cœur d'un vrai problème politique aujourd'hui qui fait que on est dans un système qui préfère détruire les emplois plutôt que d'en construire et d'en bâtir, pour une simple raison, et c'est en ce sens-là, je pense que ça intéresse beaucoup, que ça interroge les jeunes. Je vais dire pourquoi, mais pour une simple raison, c'est celle de la rentabilité financière à tout prix et très rapidement. Et là où je pense qu'il y a un vrai problème avec la jeunesse, c'est qu'on est de plus en plus dans un énorme écart. C'est que la manière dont les jeunes doivent se construire aujourd'hui pose un problème de temps de plus en plus long, parce qu'on reste jeune de plus en plus longtemps. Ça a été dit tout à l'heure par la jeune fille, ça a été un peu dit par toi aussi tout à l'heure, alors que le système, lui, il exige des temps de plus en plus courts pour sa rentabilité. Ça, c'est ça qui est un vrai problème. Et il y a un écart de plus en plus grand vis-à-vis de ça. Et on le voit, tout se passe sur les places financières où il faut que l'emploi, en fait, il soit mis comme un critère où il rapporte du pognon, où il n'en rapporte pas. Et c'est au nom de ce dogme qu'aujourd'hui,
on assiste à ce que a dit le jeune homme à la table, c'est-à-dire qu'un département comme le nôtre, qui s'est émancipé historiquement avec le développement de l'agriculture et de l'agroagriculture, de l'industrie agroalimentaire, aujourd'hui perd de ses capacités, de ses savoir-faire et de sa prégnance sur le territoire. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on le... Voilà, ça me paraît être quand même un élément important qu'il faut que l'on ait entre nous, et je pense que les jeunes doivent aussi s'emparer de cette question pour trouver des perspectives à leur propre avenir. Après, oui, le Conseil général, on a du dispositif d'insertion et nous sommes en train de bâtir ce qu'on appelle notre plan départemental d'insertion. Et le fil rouge de ce plan départemental d'insertion, c'est le retour à l'emploi. Puisqu'aujourd'hui, le nouveau dispositif qui a été mis en place, que nous gérons, qui s'appelle le RSA, est fondé sur qui s'appelle, ça c'est pas moi qui l'ai voté, hein. Bon, on m'aurait donné mon avis, j'aurais pas tout à fait comme ça, mais bon, de ce point de vue, on m'a pas posé la question. Mais c'est le revenu de solidarité active, donc c'est un revenu qui est fondé sur l'activité de la personne. Donc, nous essayons de bâtir un plan départemental d'insertion sur le retour à l'emploi. Et donc, nous avons effectivement, dans ce cadre-là, du dispositif qui peut permettre effectivement, y compris à des jeunes, de trouver des perspectives et de s'enclencher concrètement dans du retour à l'emploi et des processus d'insertion. Mais je reprécise que ça a été dit par le président du Conseil général aujourd'hui, c'est que le Conseil général, nous ne sommes prégnants que sur une partie des jeunes du département. Nous sommes prégnants que sur ce qu'on appelle des jeunes en précarité. Mais notre responsabilité publique, c'est aussi de regarder l'avenir de l'ensemble de ces jeunes sur le département qui vivent aussi de manière ordinaire, mais qui commencent à connaître des difficultés. Alors, on aura sûrement l'occasion de revenir sur ces questions dans d'autres ateliers. Mais donc là, nous essayons, par exemple, de bâtir aussi des choses un peu nouvelles avec un dispositif qui s'appelle toujours « Je crée mon job », où nous aidons des jeunes de moins de 26 ans à créer leur propre entreprise. Donc nous venons avec un dispositif qui est supplémentaire à ce qu'un jeune peut trouver pour créer sa propre entreprise. Et voilà, nous aidons de ce point de vue, mais il y a encore beaucoup à réaliser et à faire. Donc c'est en ce sens-là que le Conseil général peut aider dans des pratiques d'insertion entre guillemets traditionnelles, mais peut-être en commençant à franchir des caps plus volontaristes pour trouver des solutions nouvelles qui s'imposent. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail aussi de ce que représente financièrement le RSA, mais ça devient dans des chiffres qui deviennent presque insupportables aussi, quoi. Ça aussi, il faut le savoir. Et donc, voilà. Donc, le dernier truc que je voudrais dire, c'est ce qu'un peu a dit le jeune, c'est que moi, je suis de ceux qui considèrent que les patrons ne jouent pas le jeu aujourd'hui. Et qu'il ne faut pas rendre les jeunes victimes alors qu'ils sont coupables du système. Hein. Alors moi, je veux bien croire qu'il y en a qui ont un peu de mal à se lever le matin ou qui ont un peu de difficulté à prendre le car pour aller au boulot. Sauf que je pense que dans la masse, il y a plus de patrons qui ne sont jamais à l'heure que des jeunes qui essayent de travailler convenablement. Donc voilà, il faut garder raison sur ces affaires-là. Et je pense que c'est pas aux jeunes à devenir les victimes de ça, quoi. Voilà. Et je pense qu'au contraire, moi je trouve que les jeunes aujourd'hui, ils essayent de trouver des perspectives, ils essayent de trouver des solutions à une situation qu'ils ne considèrent pas comme étant confortable. Merci Monsieur Castelli. Ah, il y a un monsieur qui veut intervenir. Bah attendez. Juste une seconde. J'arrive. Avant de partir sur le débat, et c'est une demande aussi des jeunes hommes, ce qui serait bien, c'est de rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Castelli. Donc il y a eu deux points importants, c'est au niveau du le RSA. Bon, à cet âge-là, ils sont pas forcément sensibilisés au RSA. C'est peut-être aussi au niveau de, est-ce que vous êtes informé sur la création d'entreprise? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on vous en parle, que vous pouvez créer votre entreprise? Donc, ce que vous avez dit, pour la formation de nos entreprises,
Nous, comme on est à la MFR, on est beaucoup renseignés. Mais après, dans le milieu général, je ne sais pas comment ils se renseignaient. Mais j'avais quand même un truc qui m'a interpellé quand vous avez dit quelque chose. Pourquoi on ne trouve plus de stages? Il y a une réponse. Frédéric, peut-être. Parce qu'il y a de moins en moins d'entreprises, elles partent toutes à l'étranger. Et la deuxième chose, on n'a plus envie de travailler car tous les produits rentrent de l'étranger. Et quand on produit, nous, tous les produits rentrent de l'étranger. Donc ce qu'on fait, on arrête de travailler et un jour, il n'y aura plus du tout d'emploi. Ah non, je promets qu'on ne s'est pas entendu, lui et moi, avant. Hein. Donc, non, pas du tout. Mais tu as entièrement raison. Hein. Et ouais. La question, c'est effectivement, il y a un rapport direct entre la possibilité de partir en stage et la réalité de l'emploi, là où les stages doivent s'effectuer. Et je le dis paisiblement, mais durement, aujourd'hui. Alors, ceci dit, il y a une partie des employeurs du département qui sont très soucieux par rapport à ça, parce qu'eux aussi sont dans la difficulté à la réponse au stage. Ça, il faut être très honnête vis-à-vis de ça. Moi, je discute, par exemple, avec une association, on va l'appeler comme ça, mais qui est le syndicat des artisans du bâtiment, qui est la CAPEB. Eh bien, la CAPEB est en difficulté aussi, parce que même un artisan aujourd'hui qui voudrait avoir un stagiaire a des difficultés, parce que ses conditions à lui sont difficiles, sont très compliquées. Mais effectivement, il y a une autre partie d'employeurs qui, eux, considèrent que tu ne leur seras pas utile. Voilà, c'est ce que disait quelqu'un tout à l'heure. Tu ne leur seras pas utile, parce que ce qu'ils veulent, c'est bien avoir quelqu'un en stage, mais savoir si après il va pouvoir te garder pour continuer à t'utiliser ou non. Et savoir si pendant que tu vas faire ton stage, tu vas être utile à son entreprise ou non. Et donc il y a un rapport qui est perverti, qui n'existait pas effectivement avant, parce que la situation de l'emploi était différente. Voilà. Mais je crois que ce qu'il faut, et ce type de journée peut permettre d'aider, eh bien, il faut aller au débat avec les employeurs sur ces questions. Et un débat tranquille, mais un débat de vérité, pour savoir comment on fait. Et là où tu as raison aussi, je termine là-dessus, c'est que, eh bien oui, alors quand tu dis les industries du département ou la fabrication, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que bientôt, il ne se produit plus rien sur le département de Vaucluse. Il n'y a plus de richesse au sens industriel du terme, ce qui est un vrai problème. Il faut, et moi, je pense qu'effectivement, les jeunes, il faut que vous vous empariez de ces questions. Voilà, il faut s'emparer de ces questions pour que vous bâtissiez vous-même votre avenir avec ce genre de réflexion. Et les vieux machins que nous sommes, eh bien, il faut aussi nous bousculer pour que, voilà, on essaye de trouver des solutions, quoi. Alors, justement, il y a une personne qui veut intervenir sur ça. Non, pour faire court, parce qu'André a déjà bien répondu à la question, il faut savoir pour les jeunes, par exemple, le dispositif national du RSA prévoyait potentiellement 140 000 allocataires éventuellement du RSA. Or, le dispositif dans la forme ne peut toucher que même pas 3 000 jeunes. Pourquoi? Parce qu'au niveau national, il a été décidé que les jeunes ne pouvaient être allocataires du RSA qu'à condition qu'ils aient 2 ans de travail complet. Ce que je dis là, donc c'était presque impossible pour les jeunes d'avoir 2 ans à temps complet de travail. Ce que simplement je voulais dire en tant que plus ancien que vous, les jeunes, vous avez, à partir de 18 ans, vous avez aussi un droit de vote. Et il faut que vous vous réappropriez votre parole pour faire changer aussi au niveau national les décisions qui sont prises au niveau national. Si je dis ça, c'est que le Conseil général, comme les collectivités territoriales locales, sont très sensibles à vos problématiques. Et justement, André l'a bien développé, l'aide du Conseil général est très forte. Mais à un moment donné, le débat se situe à un autre niveau, au niveau national. Et simplement, le message que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut que vous soyez des votants, des participants à la chose politique nationale. On constate malheureusement qu'au niveau des élections, les jeunes sont peu présents. Le deuxième point qui est très important, pour lequel vous pouvez, au niveau des stages dont vous parliez tout à l'heure, c'est les entreprises, elles sont faites d'hommes, et souvent dans les entreprises, il y a aussi bien des patrons ou des chefs de service. Et dans le tissu entrepreneurial vauclusien, où il y a beaucoup de petites entreprises, vous devriez trouver des complices
en forçant un peu les portes des entreprises pour pouvoir avoir des stages. Dites-vous bien qu'un chef de service ou un patron d'entreprise, il est en permanence confronté dans sa vie personnelle à un beau-frère, une belle-sœur qui est au chômage, à un beau-frère ou une belle-sœur qui n'a pas de boulot, et la compréhension peut devenir possible. Et simplement, je termine en disant, tant au niveau du vote que votre action militante, il vous est possible de rentrer en contact avec soit de faire changer les lois, j'y crois, il faut être utopiste, soit en rentrant dans le monde de l'entreprise. Le dernier point, que pour changer ce rapport entre entreprise et association, ou entreprise et la difficulté du monde d'insertion, il y a un moyen qui est assez simple aussi, c'est que dans toutes les associations, dans tous les lieux publics où une représentation collégiale peut s'exercer par le biais d'un conseil d'administration, forçant ou obligeant ou cherchant des partenaires dans le monde de l'entreprise qui peut devenir administrateur des associations. Ça, c'est une possibilité. Il y a des expériences en Vaucluse. Si je dis ça, c'est parce que je suis en train de faire un rapport sur le RSA à destination du Conseil général. On est en train d'étudier tout un groupe de personnes au sein d'une commission. On cherche des pontages, des pistes qui peuvent rapprocher le monde de l'entreprise, qui n'est pas aussi fermé qu'on voudrait le dire, avec le monde de l'insertion. Donc je parle vite, mais vous comprenez que derrière, il y a des possibilités et qu'il est possible de développer des synergies entre le monde de l'insertion, le monde du chômage et le monde de l'entreprise. Ce n'est pas facile, ce sont des pistes à construire et il faut que vous soyez vecteur positif dans ce genre de domaine. Bien, merci. Je vais passer la parole à Cécile par rapport à cette problématique. Non, moi, je voulais juste réagir là, parce que notamment, il y avait un appel à ce que vous utilisiez votre droit de vote, quoi. Je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand même, moi, ce qui me semble un des problèmes de notre société, c'est justement le peu de reconnaissance qui est faite vis-à-vis de la jeunesse, quoi. Et je crois que notre société, quelque part, elle est pleine d'a priori et de préjugés vis-à-vis de la jeunesse. Et on le retrouve que dans tous les champs. Donc on peut dire effectivement que les employeurs, les chefs d'entreprise font pas leur boulot en assumant d'accueillir les jeunes et de le transmettre, je l'entends et je suis d'accord avec ça, mais je crois pas que ça soit les seuls, quoi. Si on regarde tous les pans de la société française, je crois qu'aujourd'hui on est dans une société qui fait globalement pas confiance à sa jeunesse, et une société qui fait pas confiance à sa jeunesse, elle va droit dans le mur, quoi. Et au-delà du droit de vote, par exemple, il faut que les jeunes aujourd'hui puissent être acteurs de la société, et y compris de la société politique. Or, force est de constater quand même que s'il y a un monde là aussi qui reste fermé à l'engagement de la jeunesse, c'est bien celui du monde politique. Donc moi, je pense qu'il y a une vraie révolution, et une vraie révolution des perceptions et des consciences de la part de notre société vis-à-vis de la jeunesse, parce que trop tendance, en fait, on associe jeunesse avec incompétence, alors que jeunesse, c'est peut-être l'inexpérience, mais en tout cas, c'est pas l'incompétence. Et après, la jeunesse, c'est aussi le dynamisme, c'est aussi la créativité des idées, et tant qu'on ne sera pas tous convaincus de ça, je crois qu'effectivement, il y aura malheureusement beaucoup de journées comme celle-là pour essayer de faire bouger les choses. Le reportage va être lancé pour permettre encore de rebondir sur la suite du débat, et parce que déjà de nombreuses questions sont arrivées par Internet, mais aussi dans la salle. Donc pendant le reportage, je vous demande tous de revenir vous asseoir pour pouvoir participer, continuer à alimenter notre débat. Je m'appelle Elsa, j'ai 23 ans et j'ai créé mon entreprise le 1er mars 2009 en tant qu'esthéticienne et prothésiste ongulaire à domicile. Donc après mon CAP, mon BP esthétique, j'ai fait plusieurs remplacements dans plusieurs endroits et j'ai décidé de me mettre à mon compte, et j'ai entendu parler de l'auto-entreprise qui était assez simple. En fait, fallait s'inscrire sur Internet. Donc pour des jeunes comme moi, c'est très très bien pour se lancer. Je m'appelle Christophe, voilà, j'ai 22 ans cette année et je suis en France depuis 2 ans. Je viens de La Réunion et je suis entrepreneur depuis juin 2010. Je suis en fait dans la création, de la vente, l'export de t-shirts, de prêt-à-porter en fait. C'est-à-dire que j'ai créé une marque et je crée moi-même ma collection. C'est pas simple dans le sens où à côté ça suit pas, comme par exemple je suis allée me renseigner auprès de ma banque à savoir s'il fallait ouvrir un compte spécial pour l'auto-entreprise, et personne n'a su me répondre. Comme c'était le début de l'auto-entreprise, personne n'était au courant de rien, donc j'ai fait comme bon me semblait. Difficulté d'un côté parce qu'il y a l'inexpérience, il y a le manque d'information. Bon, pour ma part, déjà moi je suis parti sur l'idée mûrissait déjà depuis quelques années, mais je suis parti en gros sur un coup de tête. Je me suis dit si lui il a pu se lancer, pourquoi pas moi.
Donc je suis parti, je me suis renseigné brièvement sur à qui m'adresser pour déclarer l'entreprise, où chercher les fournisseurs, sur quoi travailler, comment travailler. Et j'ai fait moi-même mon bonhomme de chemin sans pour autant creuser chaque piste, sans pour autant aller chercher des informations qui auraient pu éviter un chemin peut-être un peu plus long. J'ai fait appel au RIL. Donc en fait, le RIL est un réseau d'initiatives locales pour l'emploi sur Carpentras, où là, j'étais à une réunion où on était plusieurs dans le même cas, dans plusieurs métiers différents. Et donc un monsieur nous a expliqué ce qu'on avait le droit de faire ou de ne pas faire. Et donc avec ce monsieur aussi, j'ai monté un dossier ACRE. Donc l'ACRE, en fait, c'est une agence pour la création d'entreprises qui consiste à exonérer les charges pendant 1 an. Il n'y avait pas de grosses dépenses à prévoir, à part l'achat de quelques logiciels. J'en avais au total pour 200 € pour démarrer, donc je l'ai fait petit à petit avec ma bourse scolaire, ce que j'avais quoi. Le conseil général me proposait 600 € d'aide par an pour ma publicité, sauf qu'il fallait que j'avance l'argent et puis me rembourser plus tard. C'était tout un dossier à monter, donc j'ai laissé tomber et je me suis débrouillée moi-même petit à petit en fait. Voilà. C'est toute une question d'argent, c'est bête mais tout tourne autour de ça en fait. Donc on peut se documenter, on peut aller chercher des informations sur comment créer, comment déclarer, on peut faire tout ce qu'on veut comme démarche, mais au final si on n'a pas les sous, on ne peut pas faire grand chose. En fait on est plus de 600 000 Français maintenant à être en auto-entreprise, donc soit comme moi des gens qui veulent faire ça à plein temps, exercer leur activité à plein temps, soit d'autres personnes qui veulent rajouter ça en plus de leur travail. Bien. Voilà, après ce témoignage, alors il y avait plusieurs questions, plusieurs commentaires, plusieurs réflexions qui venaient de la salle. Une première, donc Alain Farfal, adjoint au maire de Carpentras. Merci. Oui, donc je voulais apporter une réflexion. Donc je suis administrateur à la mission locale. Je voulais parler d'une expérience qui se fait, ce qu'on appelle le parrainage, donc entre jeunes et personnes bénévoles, donc qui peuvent être chefs d'entreprise, qui peuvent être comme moi-même. Donc on apporte l'expérience au niveau des jeunes. Ça permet aussi de créer du lien, leur donner une certaine envie, les valoriser, de telle manière de faire un pont aussi, une passerelle entre le jeune et l'entreprise. Cette forme d'accompagnement demande à être développée. Ensuite, je soulignerai la possibilité des contrats civiques. Je pense que les contrats civiques sont aussi ont leur importance. La mission locale aussi s'engage dans ce dispositif. Ça permet à des jeunes d'avoir le pied dans l'étrier, de pouvoir aussi savoir acquérir de l'expérience et à travers un contrat qui acte aussi la citoyenneté. Donc ça a une importance, je pense, et ils sont rémunérés. Et je pense que l'important, c'est d'acquérir un minimum d'expérience dans ce cadre-là. Ensuite, je pense qu'il faut privilégier au niveau du local ce qu'on appelle les circuits courts et donc de privilégier le local au niveau de l'emploi et de privilégier l'agriculture dans notre secteur. Et de s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire qui est portée par le Conseil général du Vaucluse, enfin par le département, et qui est aussi portée donc évidemment par la région. Donc je pense que ça c'est très important. Ça nous permettra justement de créer des dispositifs au niveau de l'emploi et donc d'avoir une grande ouverture au niveau de la jeunesse. Merci. Alors, il y a eu une question très pertinente sur Internet. Alors, ne faut-il pas revoir toute la problématique le problème de l'éducation nationale pour améliorer la politique de l'emploi pour les jeunes? Donc, est-ce que le public est-ce que quelqu'un veut justement s'exprimer sur l'éducation nationale aujourd'hui sur est-ce qu'il faut revoir l'éducation nationale aujourd'hui? Alors, une personne, j'arrive.
c'était le but de mon intervention. Georges Boutineau, donc là je ne m'adresse pas en tant qu'administrateur à la CAF, mais en tant que salarié dans un grand groupe industriel. Je ne suis pas dans l'agriculture, mais j'ai été plusieurs fois maître de stage. Ce que je veux dire, j'ai jamais eu de soucis avec les jeunes que j'ai encadrés en tant que stagiaire, sur des bacs pro, notamment de jeunes de Valréas, sur des BTS ou des UT de Nîmes, dans des fonctions de l'automatisme ou de l'informatique industrielle. Là où j'ai eu des difficultés, et une personne a évoqué des passerelles entre l'éducation nationale et les facultés, ou les écoles, et l'industrie. Le gros souci que l'on rencontre, c'est le décalage qu'il y a entre ce qui est enseigné par l'éducation nationale dans les lycées, dans les universités. On a une technologie qui avance à une vitesse énorme. Et dans les industries, je travaille dans l'industrie chimique, on avance à une vitesse énorme. Si bien qu'on a souvent des décalages, quand je parle de décalage, c'est 10-15 ans sur la technologie. Et ça, c'est énorme. Alors moi, je dis, les enseignants font de la formation, mais ils devraient venir faire de la formation en entreprise pour enseigner après les mêmes technologies que ce que nous, on donne à ces jeunes qui arrivent, qui sont complètement perdus. Voilà, c'était le but de ma réflexion. Bien, sur cette réflexion, et c'est peut-être dans le même prolongement, sur la problématique justement de la réalité de l'entreprise, une autre réflexion? Oui, merci. Quelques points sur la réalité de l'entreprise. Alors, je ne suis pas entrepreneur. J'ai dirigé pendant toute ma carrière des entreprises dans les métiers du bâtiment des travaux publics. Et je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'entrepreneurs dans la salle ou de chefs d'entreprise. Je voudrais ramener le débat à un niveau d'une réalité plus simple. Je regrette un peu qu'on ait des formules aussi lapidaires que les entrepreneurs ne jouent pas le jeu ou bien la société juge les jeunes de manière globale. À mon avis, ça n'est pas vrai. Les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Et je vais me contenter de rappeler quelques réalités très simples. La première réalité, c'est celle-ci. Ce n'est pas l'entreprise qui crée les emplois. Je pèse mes mots. Ce n'est pas l'entreprise qui pèse les emplois, qui crée les emplois. L'entreprise, elle crée des emplois quand elle est en demande. Donc ce sont les clients qui créent l'emploi. Et dans un certain contexte. Alors c'est vrai que le contexte politique est important. La confiance du consommateur est importante. Mais il y a avant tout un client qui a un besoin, une entreprise qui est là pour transformer un besoin en produit ou en service. Et ça, c'est une vraie réalité. Tout le reste, les discours passent au-dessus de la tête de l'entreprise. L'entrepreneur, quand il a des choses à faire, il embauche. Quand il n'a rien à faire, il est obligé d'ajuster ses effectifs, pudiquement. La deuxième réalité, elle a été très bien montrée par l'interlocuteur précédent, qui est le décalage effectivement entre le monde globalement de l'université et de l'école et le monde de l'entreprise. Il y a un pont qui quelquefois est franchi, et il est franchi par ceux qui ont le plus besoin de le franchir. Quand une entreprise, dans certains secteurs, a vraiment besoin de monde, elle sait aller chercher dans les forums, dans les écoles, dans les universités, y compris dans les écoles d'apprentissage, tous les jeunes qui lui manquent. Mais dans un secteur où il y a au contraire une offre plus importante, elle attend que les gens viennent. Le troisième point que j'aborde, et il sera très court, c'est le mot, je l'ai entendu par cette dame qui est à côté de moi, c'est le mot compétence. La compétence, c'est la chose qui intéresse le plus un chef d'entreprise. Que vous ayez 18 ans, que vous soyez en galère, que vous ayez loupé vos études, etc., ça n'est pas, pardonnez-moi, ça n'est pas la problématique du chef d'entreprise. Lui, il a des choses à régler pour ses clients, il a une machine à faire tourner, et il a besoin de gens qui lui règlent ses problèmes. Donc, apprenons à parler de nos compétences et mettons-nous dans la situation de rendre le service que l'employeur attend de nous. Excusez-moi. Je voudrais juste vous répondre, monsieur, et rebondir sur quelque chose. C'est quand même, nous sommes là pour les jeunes, donc je voudrais qu'on passe la parole aux jeunes dans le public, parce qu'on est en train de parler d'emploi, on est en train de parler de tout ça. J'aimerais bien leur passer la parole, parce que par contre vous dites que l'entrepreneur, le patron d'entreprise répond aux besoins des clients, mais ça c'est un problème économique. C'est-à-dire que
on va pas consommer si on n'a pas d'argent, donc si on n'a pas de travail. Automatiquement, un jeune ne va pas pouvoir consommer s'il n'a pas de quoi se loger, s'il n'a pas de quoi. Mais ça, c'est simplement une question économique, donc comment relancer la consommation. Mais moi, j'aimerais bien qu'on laisse la parole aux jeunes. Je vois que j'ai rien contre vous tous, hein, enfin vous tous. Mais je vois que la moyenne d'âge a tiré vers le bas un petit peu dans la salle. Et moi, je pense qu'il y a des jeunes qui sont peut-être à la recherche d'un emploi dans la salle ou qui sont peut-être auto-entrepreneurs ou quoi que ce soit. Et moi, j'aimerais bien qu'on leur donne la parole, même si c'est un petit peu dur pour eux, mais j'aimerais bien qu'ils parlent. Donc, je suis désolé, mais vous allez devoir faire un effort. Il va falloir parler. Donc, Est-ce que justement, il y a des jeunes qui veulent s'exprimer? Là, j'en vois là au fond. Bonjour à tous. Donc moi, en tant que jeune, mais je suis aussi entrepreneur. Donc j'ai une entreprise d'équipement de sport et je suis aussi boxeur professionnel. Donc j'ai plus de facilité à accéder au monde du travail par mes connaissances. Donc le sport m'a permis un peu de créer mon entreprise parce que j'ai eu du monde, j'ai eu des contacts. Mais par contre, le gros problème que je vois chez les jeunes, c'est qu'ils baissent les bras aux premières difficultés. Voilà, ils baissent les bras très vite. Ils ont pas, ils s'arrachent pas assez. Ils ont pas l'envie de. Il y en a, mais c'est rare. La vie est difficile, certes. Les choses, on peut pas attendre à chaque fois qu'on vienne tout nous donner. Voilà, c'est pas nos parents, les chefs d'entreprise. C'est pas nos parents. Ta mère va venir t'aider, te donner, et te faciliter la vie. Mais pour aller chercher du travail, à un moment, on dépasse un certain stade. Il faut aller de l'avant. Voilà. Et la plus grosse difficulté, c'est que, par exemple, une fois qu'ils ont fini les études, au bout de 3-4 mois de recherche de travail, ils s'arrêtent. Ils se disent, au final, on s'en fout. Ils sont tous contre les jeunes. Non. C'est dur. Ça va prendre 1 an, 2 ans. Mais un jour ou l'autre, on arrive quand même à réaliser ce qu'on a à faire. Voilà. On a le temps ou pas? On a le temps? Alors là, il y a eu aussi une question sur Internet par des jeunes. N'y a-t-il pas un manque de visibilité sur l'ensemble des contrats et dispositifs ouverts aux jeunes? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui. Excusez-moi, moi j'aimerais bien que ce soit un jeune qui réponde, s'il vous plaît. Alors, allez-y. Juste au titre, oui. Je vais laisser peut-être la parole à un jeune effectivement, mais pour vous dire que moi je suis d'accord. À aujourd'hui, donc notamment au niveau du service public pour l'emploi, il y a beaucoup de dispositifs que je nommerais un peu en tuyau d'orgue. C'est-à-dire qu'en gros ils cohabitent, mais souvent les passerelles ne sont pas très bien faites. Alors on en a conscience, hein, donc c'est la raison pour laquelle on a des actions à la fois au titre donc, du service public, mais également on essaie d'élargir, on va dire, notre concertation, on essaie d'élargir en fait l'offre de services par rapport à ces dispositifs-là, de manière à ce que on puisse à un moment donné, alors on appelle ça une politique de territorialisation, c'est-à-dire sur un territoire, on peut se dire, voilà, au lieu de travailler seul sur un territoire à agir, notamment par rapport aux dispositifs liés aux jeunes, hein, essayer de d'un côté dire voilà on va mettre en place tant de contrats aidés pour les missions locales, tant de contrats aidés pour l'emploi. L'idée c'est de travailler, et c'est ce qu'on fait dans le cadre des on appelle ça des SPEL, services publics pour l'emploi locaux, où on associe missions locales, où on associe les services de l'État et ainsi que Pôle emploi, de manière à optimiser tous ces dispositifs et faire en sorte que ça soit le plus efficace et le plus opérationnel possible. Donc ça existe actuellement, hein, je regarde ma collègue de la mission locale. On essaie d'optimiser ces moyens et de faire en sorte qu'ils soient complémentaires et non pas en concurrence. Mais c'est pas simple. On sait que c'est une vraie difficulté. Voilà. Donc, moi, mon désir, ça serait vraiment là que ce soit des jeunes qui répondent. Donc, Est-ce qu'ici, dans la salle, il y a des jeunes qui sont en recherche d'emploi, qui trouvent des difficultés au niveau de l'emploi et de la formation? Moi, je suis désolé les gars, je vois 5 jeunes là. Est-ce qu'il y en a pas un qui veut prendre le micro pour répondre aux 2 choses qui ont été dites? Donc la première de la part du jeune homme auto-entrepreneur qui a dit qu'il fallait avoir la niaque et que souvent les jeunes manquent un petit peu de niaque. Et aussi pour répondre à cette question, savoir si vous êtes bien informés. Bon allez, puisque tu veux pas donner la parole toujours à tes collègues, bah, je te laisse la parole à toi directement.
Je n'ai pas compris la question. Savoir, voilà, par rapport à l'emploi, par rapport à tout ça, est-ce que tu as la niaque pour aller trouver de l'emploi? Est-ce que tu as envie de trouver de l'emploi? Est-ce que tu as un emploi? Voilà. Question brute de décoffrage. Moi, c'est Khalid, je suis pompier à Carpentras, donc je parlerai pour les jeunes. Je pense qu'il n'y a pas assez d'approche envers les jeunes. On leur propose pas assez de... Comment dire? On leur propose pas assez de formation. Dû au fait qu'ils ne trouvent pas un emploi, et moi je suis un peu d'accord, je rejoins un petit peu le discours de Mohamed, c'est ça? On dit qu'il faut la niaque, quand on va chercher un travail, on va pas trouver dès le début un travail, mais pourquoi ils n'ont pas cette niaque? Peut-être tu as une réponse, peut-être que... Parce que je pense qu'on les encourage pas assez, tout simplement. Il faudrait encourager un peu plus les jeunes et leur proposer un peu plus au niveau des finances, au niveau de tout ça, quoi. Moi, aussi par rapport à rebondir à ce qu'a dit et monsieur. Surtout des aides, ne pas oublier. Voilà, des aides. C'est que on parle de les entreprises ont besoin d'attendre d'après les clients, mais un jeune qui recherche un emploi n'a pas forcément de voiture, n'a pas forcément d'argent pour mettre de l'essence et aller demander un emploi, pour faire toutes ces démarches. Alors l'agnac, c'est sûr, c'est bien de l'avoir, on peut l'avoir 1 mois, 2 mois, mais après quand on se retrouve avec le portefeuille les poches trouées, comment il fait pour continuer à y croire, à penser qu'il va vraiment trouver cet emploi? Quelqu'un veut réagir? Moi je veux juste rajouter là, je pense qu'il faudrait les aider financièrement au tout début de leur approche, quoi. Quand ils partent pour aller travailler ou quoi, leur donner une aide financière pour, comme vous dites, l'essence, pour le permis, il faudrait les aider un peu plus, quoi, tout simplement. Alors il y a aussi une autre personne qui veut réagir. Oui, moi j'aimerais réagir à tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. Je suis animatrice UFCV de terrain et c'est vrai que par rapport à tout ce que j'entends, décrochage, des élèves qui à 16 ans quittent le système scolaire, qui ne trouvent pas d'emploi ou de stage, à côté de ça les jeunes qui galèrent et qui parlent d'avoir plus de finances pour trouver un emploi, moi j'ai envie de dire quel accompagnement on leur propose. Trouver un emploi, c'est savoir rédiger un CV, ça paraît basique, tout bête, tout le monde ne sait pas faire un CV. Ça veut dire passer un entretien, se préparer un entretien. Jeune adulte que je suis, aujourd'hui encore, c'est pas un exercice quand même qui est facile. On dit que le marché est sinistré, le marché de l'emploi. À côté de ça, des jeunes sans expérience doivent se confronter à ce marché sur lequel nous-mêmes, nous ne sommes pas encore très à l'aise. Donc, à un moment donné, moi, je me pose plutôt la question de quel accompagnement nous, qui faisons partie du système, que ce soit scolaire, que ce soit sur le temps des loisirs, que ce soit les parents, que ce soit les entrepreneurs, en gros, culturellement, qu'est-ce qu'on met en place pour accompagner ces gens, ces jeunes? Voilà, c'est une question qui est ouverte. Merci. Alors, la mission locale voulait parler. Alors, une réaction face à justement à ce qui a été dit. Oui, alors il faut savoir que des aides pour accompagner à l'emploi, ça existe. Hein. Seulement, effectivement, comme disait Mohamed, il y a beaucoup de jeunes qui décrochent de suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne répond pas de suite à leurs demandes, eh bien, ils n'écoutent plus rien. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire passer le message d'accompagnement. Donc, accompagner un jeune à l'emploi, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse des démarches. Ça veut dire qu'il faut qu'il vienne à des ateliers où il va apprendre à faire un CV. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait un CV, j'avais 24 ans, je travaillais depuis déjà plusieurs années et je me suis trouvée devant une feuille blanche pendant 1 heure en me disant mais qu'est-ce que je vais bien mettre dessus alors que je travaillais. Et en fait, c'était très simple. Hein. On m'a dit voilà, vous arrivez à 8 heures du matin, qu'est-ce que vous faites? Décrivez-nous votre journée. Et j'ai commencé à décrire ma journée en mettant, je fais le café, j'ouvre le courrier, machin. Et tout ça, c'est devenu, après, on m'a expliqué que c'était des compétences qui étaient liées à un métier. Alors que moi, je pensais, en sortant de l'université, que c'était facile, que ça m'avait été facile de faire ça. Et je ne faisais pas la relation avec ce que c'était en termes d'emploi, ce que j'étais en capacité de faire en termes d'emploi. Donc moi je crois que d'abord le CV c'est extrêmement important. Un CV c'est une photographie à un moment donné de ce que la personne est en capacité de faire, de son histoire à un moment donné.
Un jeune qui arrive en mission locale, qui sort d'éducation nationale, la plupart du temps, il ne sait pas ce qu'il sait faire. Il ne se connaît pas. Il n'est pas en capacité d'analyser son histoire, quelle que soit, ça peut être sa vie au quotidien. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait du sport? Quand on fait du sport, pourquoi est-ce que votre entraîneur vous met à telle place plutôt qu'à telle autre? Quand vous faites du foot, par exemple, c'est pas bien parce que vous avez des compétences et des capacités qu'il a bien mesurées à un moment donné. Donc ça fait partie du CV. Et un CV, c'est une réflexion sur soi-même, sur ce qu'on est en capacité de faire, mais dans tous les domaines de la vie. Et après, ces compétences-là, elles peuvent être transférables dans le monde professionnel. Et souvent, il y a beaucoup de jeunes qui ne viennent pas aux ateliers parce qu'ils pensent que ça sert à rien. Et alors que dans ces ateliers, c'est cette réflexion qu'on leur demande. Alors, moi, je pense pour les aides au niveau de l'emploi, il faut dire que les bons d'essence, ça existe. Un jeune qui va être en recherche d'emploi, il peut solliciter la mission locale pour demander une aide pour sa mobilité. Quand il est réellement en démarche de recherche d'emploi et qu'il n'a pas le permis, il y a des actions qui permettent aussi d'accéder au permis, des aides. Voilà, mais ça, il faut que ça soit travaillé avec le conseiller qui le suit. On n'arrive pas en frappant à la mission locale en disant voilà, je veux. Et est-ce qu'il ne faut pas les informer? Est-ce qu'il ne faudrait pas les informer, les jeunes? Parce que là, ce qu'il en est ressorti, c'est que les jeunes ne le savent pas. Bon, là, le jeune homme est pompier, donc il a un travail. Peut-être qu'il a été confronté à cette recherche d'emploi, mais autour de lui, apparemment, ce qu'il en ressort, c'est que les jeunes n'ont pas d'argent, donc ne peuvent pas consommer et pour chercher un travail, mais ils n'ont pas l'argent pour chercher ce travail. Et ils ne savent pas apparemment que la mission locale. Donc est-ce que la mission locale ne devrait pas mettre peut-être en place une antenne de communication pour communiquer auprès des jeunes? Peut-être, je ne sais pas. Communiquer auprès des jeunes, parce que là, depuis tout à l'heure, tout le monde parle, tout le monde donne son avis, mais on est quand même là pour trouver des actions à mettre en place, on est quand même là pour trouver quelque chose à faire. Et on va bientôt arriver à la fin du débat. Est-ce que par exemple au niveau de la mission locale, vous pouvez pas faire quelque chose pour communiquer auprès des jeunes, leur dire que t'as pas d'argent, t'as pas de boulot, nous on te finance, on t'aide pour trouver un boulot? Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Juste effectivement, cette notion de communication, elle est fondamentale dans les métiers que nous faisons et surtout de sensibilisation des jeunes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à la fois la mission locale ou que ce soit chez nous à Pôle emploi, quand ils viennent vers nous, ces actions de communication, on les fait individuellement et on essaie effectivement en fonction du profil de l'intéressé et de ce que j'appelle la distance à l'emploi, d'avoir effectivement un accompagnement personnalisé. Par ailleurs, il y a des actions, je parlais tout à l'heure d'acteurs, je parlais d'actions communes. Il y a quand même, et je sais que le territoire de Carpentras notamment, mais globalement sur le Vaucluse, il y a beaucoup de forums qui sont organisés aussi pour les jeunes. Je sais qu'il y en a au moins 2 ou 3 par an sur le bassin d'emploi de Carpentras en faveur des jeunes. Alors pas assez, je suis d'accord. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'améliore et que là-dessus, on ait des actions, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment coordonnées à la fois avec les acteurs, j'allais dire, qui sont sur l'emploi, mais aussi tout ce qui concerne les freins à l'emploi. Parce que qu'est-ce qu'on est en train d'évoquer là? On n'est pas en train d'évoquer qu'un problème lié à l'emploi. On se rend compte que la problématique de l'emploi, elle est touchée par tout ce que nous on appelle les freins. Les freins, c'est quoi? C'est l'argent, c'est l'éducation, c'est l'accès à certains services, c'est la mobilité. Donc là aussi, on sait qu'on a malheureusement parfois du mal à apporter des réponses concrètes sur ces thèmes-là, mais on sait que de toute façon, en tout cas, nous, sur acteur principal et acteur pivot sur l'emploi, on a cette réflexion de se dire on ne se cantonne pas à la problématique de, oui, l'accompagnement, mais l'accompagnement doit être beaucoup plus large. Alors, juste pour répondre à monsieur sur l'argent en plus, parce qu'on a parlé, effectivement, s'il n'y a pas de fric, on va avoir du mal. Il y a 2 politiques là-dessus envers les jeunes. Alors, on a parlé du RSA jeune. Bon, on a compris que de par ses modalités de mise en œuvre, elle ne touchait qu'une infime partie des jeunes. Alors, en revanche, après, il y a deux manières d'appréhender le thème. C'est soit on se dit,
on est pour une allocation, quel que soit le jeune, quelle que soit sa situation, à partir du moment où il est confronté au marché du travail. Il y a soit on dit, systématiquement, on fait un peu l'idée du RSA jeune, on donne un revenu à tout jeune, comme on le fait au titre du RSA. Soit, et c'est ce qui est fait actuellement plus, soit on dit non, on va apporter une aide, et là je ne vais pas parler au nom de la mission locale parce que c'est plutôt le rôle du civisme, je crois, c'est on finance un projet, c'est-à-dire qu'un jeune qui vient vers nous a un projet, et là effectivement il y a des allocations dédiées. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a effectivement sur le deuxième volet, on a le CIVIS, donc c'est un dispositif qui existe, et il faut le valoriser, il faut y aller, donc vous allez vers la mission locale, tant pis, je fais votre pub, donc allez-y. Et sur le premier volet, là c'est une réflexion qui est plutôt qui appartient aux politiques. Alors il existe des expérimentations actuellement, c'est le revenu contractualisé d'autonomie, des expérimentations ici par là qui visent à dire systématiquement tous les jeunes peuvent avoir droit, en faisant abstraction de leurs ressources, à une allocation, tant qu'ils ne sont pas en situation de s'assumer. Mais là on n'est qu'au niveau de la réflexion. Bon, d'accord, là c'est... Moi, je pense que cette réflexion du Pôle emploi est intéressante parce que justement l'accompagnement de tous les dispositifs existants et justement la lisibilité qui manque à un moment donné en termes d'information vis-à-vis de ces jeunes. Peut-être une petite information là-dessus, un commentaire. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi je voudrais soulever, il y a certains jeunes qui sont diplômés, ils se présentent, ils sont à la recherche d'un emploi et le problème on leur dit mais vous êtes trop diplômés. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qu'on pourrait proposer à ces gens qui sont trop diplômés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça cause un très très grand problème. Donc il y a les jeunes qui vont à la mission locale, il y en a qui sont trop diplômés, il n'y a rien pour eux, vraiment rien. Et il y en a qui arrivent qui n'ont rien, mais pas d'expérience. Alors on fait comment? Quand est-ce qu'on leur donne cette chance d'avancer dans le monde du travail? Voilà, merci. Alors... Peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est qu'il y a des choses qui sont mises en place apparemment, mais on a l'habitude d'aller vers les jeunes, vers tout public dans le marketing, donc les publicités viennent tirer les gens pour qu'on achète les produits, mais là on va pas tirer les jeunes pour leur dire « viens voir, il y a des aides », on leur dit pas. Est-ce que vous êtes au courant par exemple que vous pouvez avoir des aides pour chercher un emploi? Non, c'est vrai qu'on nous en parle pas assez. Bon après c'est un peu à nous aussi d'aller faire la démarche. Mais il faut qu'il y ait une certaine confiance quand même. On est un peu réticents, enfin je sais pas, on a un peu plus de mal à aller voir les entrepreneurs, tout ça, et il faut qu'on soit plus renseigné quand même, c'est vrai. J'ai entendu monsieur qui a dit voilà, quand il a dit il faut aller vers... Donc il y a des aides qui sont mises en place pour ceux qui viennent, qui font la démarche, mais il y en a qui ont envie, qui n'ont pas la démarche, et on le voit là, parce que les jeunes n'ont pas forcément la parole facile, ils sont timides, on sort du cocon familial quand même. Et est-ce qu'il ne faut pas les tirer? Est-ce qu'il ne faut pas aller chez eux, leur dire écoute, tu as des aides, viens, on t'aide à trouver un emploi? Est-ce qu'on n'est pas un peu passif à les attendre? Ah ben venez, si vous venez pas, ben tant pis pour vous. Justement, il y a une personne qui va intervenir par rapport à ça. Je suis adjointe enfance jeunesse à Sarian. Alors c'est vrai que vous avez parlé de la mission locale dont le rôle est d'accompagner, mais dans les villages il y a les points information jeunesse. Est-ce que je ne sais pas si les jeunes sont au courant, s'ils y vont? Enfin, je sais que moi sur Sarian, le constat que je fais, c'est qu'ils le fréquentent peu ce point information jeunesse. Alors que là aussi, on pourrait donner des renseignements, on les aide. Quand on fait des forums pour les jobs d'été, tout ça, je sais bien que c'est pas forcément un emploi dans la durée, mais déjà. Quand on fait les forums, on met en contact les entreprises et les jeunes. Donc moi, je suis un peu étonnée que les jeunes ne connaissent pas ces dispositifs-là. Alors je ne sais pas du tout si vous les connaissez, les points information jeunesse. Il y en a à Sarian, je suppose qu'il y en a à Carpentras, je suppose qu'il y en a dans les villages un petit peu importants. Je crois qu'il y en a un à Aubignan aussi. Donc il faut y aller dans ces points information jeunesse où on travaille en relation avec la mission locale. Et même la mission locale vient des fois faire des permanences dans les villages. Donc je crois qu'il faut les utiliser, ces points d'information. Déjà, si vous allez à la recherche d'informations, c'est déjà un grand paquet fait. Après, on est là pour vous aider. Et puis je voudrais dire aussi sur le service civique qui se met en place à l'heure actuelle. Alors c'est vrai que ce n'est pas des emplois dans la durée, mais c'est déjà une première expérience. Si vous arrivez à trouver dans une association un petit travail, après ça vous permet de lier des contacts. Et je crois que tout ça fait qu'à un moment donné, vous pouvez vous insérer dans la vie active.
Merci. Oui, par rapport au service civique, justement, il y a des jeunes qui demandent, mais qui sont refusés parce qu'il y a, en fin de compte, il y a trop de monde qui demande le service civique, apparemment. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir par rapport à ça? Anne, on est un petit peu pris par le temps, donc okay. C'est la fin de ce débat. Je suis désolé pour ceux qui voudraient intervenir, on aura peut-être l'occasion. Je remercie les jeunes de cet effort, je vous demande de les applaudir. Et je remercie tous les intervenants, toutes les personnes. Voilà. Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup de questions. Le problème aujourd'hui, c'est que de toute façon, on ne pourra pas répondre à tout ça. Nous avons encore 2 minutes de plateau. Après, c'est terminé pour cette matinée avant d'entamer la seconde table ronde en début d'après-midi. Donc, je vous demande encore un petit peu d'attention parce qu'au niveau du son, c'est très compliqué quand tout le monde parle en même temps. Donc, je vais essayer de faire cette synthèse très rapidement. Merci quand même de votre attention. Alors, c'est évident, c'est un jeu un peu compliqué parce qu'une synthèse sur quelque chose qui n'est pas définitif, c'est toujours difficile. Mais qu'est-ce qu'on peut reprendre comme un peu mot-clé de cette matinée qui est très riche, autant par rapport au travail de ces jeunes, par rapport aux réponses de la salle, par rapport à tous ceux qui ont pu intervenir dans cette matinée. Aujourd'hui, moi, il y a quelque chose qui me semble important, que je peux retenir, c'est une question de lisibilité par rapport à tout ce qui existe. La problématique aussi de la valorisation, c'est-à-dire qu'on est beaucoup les uns et les autres, d'une manière, je dirais, par rapport aux problématiques que l'on suit, c'est le problème des clichés et des préjugés qu'on peut avoir. À un moment donné, il faut essayer de dépasser ces événements-là. Alors, moi, il y a un mot une phrase qui me semble importante, qui a été dit aussi, c'est il y a peut-être pour un certain nombre de jeunes des manques d'expérience, mais on n'est surtout pas sur des problèmes d'incompétence. Et souvent, il y a, je dirais, une mauvaise interprétation quand on parle de manque d'expérience et d'incompétence. Ça, je pense que c'est une chose très importante qu'on peut souligner. C'est-à-dire, inexpérience ne veut pas dire incompétence, au contraire. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'il faut aussi éviter un certain nombre de choses qui sont l'isolement et l'enfermement. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'a pas obligatoirement les mêmes façons de communiquer les uns par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème intergénérationnel, mais ça veut dire qu'aussi, on a une société qui évolue très vite aujourd'hui, sur des réponses dont on a besoin d'avoir très rapidement. Donc il faut que les uns et les autres puissent se mettre par rapport à cette problématique de la société. On a aujourd'hui ce qu'on appelle les NTIC, Nouvelles Techniques de l'Information et de la Communication. Aujourd'hui, on est dans cette expérience-là, puisque c'est retransmis par le web. Mais pourquoi ne pas utiliser ces outils-là pour enrichir ce débat, pour être dans l'action? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un débat. Ce qui est important pour ces jeunes, c'est comment on concrétise le débat en action, parce qu'on a bien vu que l'objectif, c'est quoi? C'est l'emploi, c'est la formation, la reconnaissance de la formation, la valorisation. On a parlé aussi d'apprentissage. À un moment donné, le problème de la problématique de l'apprentissage n'est pas toujours une problématique de la relation entrepreneur et apprenti, mais c'est aussi la valorisation, même dans l'éducation nationale, de la façon dont on fait passer l'apprentissage. C'est-à-dire, est-ce que l'apprentissage est bien relayé au niveau de l'éducation nationale pour dire oui, c'est une force, oui, c'est un élément important pour que le jeune puisse entrer dans l'entreprise. Alors pourquoi pas, je dirais, au niveau des NTIC, avoir une sorte de blog au niveau du département du Vaucluse. Alors à quel niveau, fait par qui, je ne sais pas, mais à réfléchir pour qu'il puisse y avoir ces interpellations qui sont faites directement par ces jeunes et que chacun puisse ensuite apporter des réponses au niveau des institutionnels, au niveau des mondes associatifs, bref, aux différents niveaux d'intervention qu'on peut avoir avec les jeunes, que ce soit en termes d'accompagnement, que ce soit en termes d'aide financière, que ce soit d'aide d'orientation, et ça c'est important. Alors il y a des structures qui existent, il faut s'appuyer dessus, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une sorte de réseau qui s'installe, et quelque chose fait par les jeunes, c'est aussi peut-être leur mode de fonctionnement, et qu'on puisse, je dirais, à nous d'aller vers eux, vers leurs outils, plutôt que de créer pour eux des outils, mais au contraire de faire en sorte que ces outils puissent vraiment s'accompagner. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un sorte de chausse-pied pour rentrer dedans, mais que ça soit vraiment quelque chose de mutualisé en commun et surtout reconnu et valorisé pour tout le monde. Voilà. Alors, c'est évident, c'est un peu frustrant. Moi-même, je suis frustré parce qu'il y a encore des questions. On n'a pas toutes les réponses, mais ça fait partie du débat. En tout cas, je vous remercie de votre attention pour ce matin.
Ce que je vous demande maintenant, c'est... Il est midi moins 5. Le premier tableau, table ronde, plateau télé, pardon, est terminé. Merci bien à tout le monde. Merci aussi à toute la préparation qui a été faite en amont, parce que je sais que c'est un travail important qui a été fait. Merci à tous ceux qui ont participé.